Samedi 31 octobre 2020, jour d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, 4 prétendants pour un fauteuil, quelques 7 millions et demi d'électeurs sont appelés aux urnes, malgré les menaces et appels à la désobéissance civile lancés par la coalition de l'opposition. Une mission d'observation électorale de la CEDEAO dépêchée pour suivre le déroulement du vote. Les premières images des bureaux de vote à Abidjan. Jean-Claude Codier en tournée statutaire vendredi à la municipalité de Cotonou pour le compte du département du littoral. En présence de toutes les forces vives de la ville, des questions ayant trait au développement de la commune ont été abordées et un point d'étape des travaux abattus depuis la prise de contact, la prise de fonction de la nouvelle équipe municipale conduite par Luc Setondi à Trocpo. Le département du Mono, résolument tourné vers la promotion de l'excellence en milieu scolaire. Les concernés par cette initiative de la préfecture du Mono sont les 3 premiers aux examens du CEP, du BPC et du baccalauréat de ces 2 dernières années scolaires. Les récompenses reçues concernent également d'autres acteurs du système éducatif pour leur mérite. Mesdames, Messieurs, bonjour. 4 prétendants pour le fauteuil présidentiel ivoirien, quelques 7 millions et demi d'électeurs pour choisir qui de Ouattara, Konan Bédi, Afinguessan et Kwadio Konan pour présider aux destinées de pays pour les 5 prochaines années. Des électeurs appelés aux urnes malgré les menaces et les appels à la désobéissance civile lancés par la coalition de l'opposition. Un scrutin organisé dans un climat de contestation politique. La communauté internationale, notamment la CEDEAO, a dépêché une mission d'observation électorale pour suivre le déroulement du vote. La dite délégation a sillonné quelques bureaux de vote à Abidjan pour constater les conditions du déroulement de cette élection. Voici le premier point que nous fait le chef de la délégation au micro de Idrissou Boukari et Louis Tonouin. Ce qu'on peut retenir, c'est que les choses démarrent un peu timidement, c'est normal. Nous avons commencé un peu plus tôt. Et quand nous sommes venus ici, nous avons constaté qu'il y a une affluence beaucoup plus importante. Ce qui veut dire que donc les choses vont crescendo. Ce qu'on peut dire, c'est que dans les bureaux de vote, il y a déjà le matériel qui est là. Il y a les membres du bureau. Dans certains bureaux, tous les membres ne sont pas encore là, mais dans l'essentiel, il y a au moins 2. Ça, nous avons constaté. Nous avons constaté aussi qu'il y a un isoloir bien calé. Et également, il y a tout le matériel qu'il faut. À part dans certains 1 ou 2 bureaux où le matériel est en train d'être mis en place, pour tous les autres bureaux, le matériel est en place. Et donc, je vois qu'ici, il y a déjà des électeurs qui sont là. Nous souhaitons simplement que les choses continuent comme telles et que la paix puisse régner au cours de la journée et des jours à venir. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, il s'agit du peuple ivoirien. Donc je prie le bon Dieu qu'il puisse donner à tout le monde la sérénité qu'il faut pour laisser au peuple faire la décision. Que la sérénité puisse régner, qu'il puisse dire à tous les électeurs de venir tranquillement, de voter et de retourner chez eux dans la plus grande sérénité. J'ai bon espoir que tout peut bien se passer si nous tous, aussi bien peuple, population que autorités politiques, j'entends par autorités politiques, les acteurs politiques qui sont sur le champ politique et qui vont combattre aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je souhaite simplement que tout puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Hier vendredi déjà, la mission d'observation électorale de la CEDEAO a échangé avec quelques candidats. La délégation s'est rendue, notamment chez le candidat indépendant Kwadio Konan Bertin et au siège du parti Front Populaire Ivoirien où elle a été reçue par le secrétaire général du FPI. L'objectif de ces rencontres est d'appeler les candidats à cultiver davantage les actions de paix afin que cette élection présidentielle se tienne dans un climat de quiétude et de transparence. Le point de cette discussion avec Idrissou Boukari et Elvis Tonouin. À quelques heures de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, l'incertitude reste grande. Malgré ce visage serein et calme que présente Abidjan, la capitale ivoirienne, ce vendredi matin, de gros nuages planent toujours sur le respect de ce rendez-vous politique majeur.
Des inquiétudes qui tirent leur source de la peur vendue abondamment sur les médias et les réseaux sociaux depuis quelques jours, en guise de protestation contre la candidature du président sortant pour un troisième mandat. Mais la commission de la CEDEAO que préside son Excellence Jean-Claude Cassibrou, à travers sa mission d'observation électorale présente en Côte d'Ivoire, continue de jouer les cartes de la diplomatie pour la tenue effective de cette élection. La démarche consiste à prendre une fois encore langue avec les candidats en lice. C'est la raison de cette visite chez le candidat Kouadio Konabertin qui reçoit le chef de la mission d'observation électorale dans une ambiance décontractée. Des échanges satisfaisants et rassurants selon le chef de la mission de la CEDEAO. J'ai compris sa vision en tant qu'Africain d'abord, avant de comprendre ça en tant que technicien. Il a parlé de beaucoup de choses. Et ce que je retiens le plus, c'est dans la paix et la sécurité. Ces élections, certes, sont difficiles, mais ne sont pas difficiles. Il faudrait que nous tous nous y mettions, que nous essayions de travailler ensemble, que nous essayions d'aider. Nous sommes des superviseurs. Nous ne sommes pas censeurs des élections. Les discussions ont duré une cinquantaine de minutes. Des échanges qui ont permis au candidat Kakabe de dire ce qu'il pense du processus électoral critiqué par l'ensemble de l'opposition. Mais pour lui, le boycott n'est pas une solution. Le combat doit se faire dans les urnes pour honorer la démocratie ivoirienne. Quand on est mu par le désir de servir un peuple et ne défendre que ses seuls intérêts, on ne se pose pas de questions. Ma conviction, c'est que les Africains, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, que nous retenions définitivement, une bonne fois pour toutes, que tous les changements en temps de démocratie s'opèrent forcément dans les urnes. Je suis pour les débats d'idées. Il y a un temps pour échanger, il y a un temps pour débattre. Mais le peuple a le dernier mot. Il doit trancher et c'est dans les urnes. Alors, j'invite les Ivoiriens à comprendre ce message. Je l'ai dit, je le répète, il faut avoir confiance en son bulletin de vote et ne pas préférer dresser des barricades, brûler des pneus, jeter des pierres aux policiers, aux gendarmes. Quand ils vont riposter, ce sont des morts qu'on va déplorer. Allons aux urnes, si nous voulons le changement. Et soit on est d'accord avec ce qui se passe, on donne son quitus en votant pour Alassane Ouattara, soit on n'est pas d'accord, et puis on vote pour celui qui est en face. C'est même plus simple de mon point de vue, comme exercice à faire, plutôt que d'aller se réveiller à 4 h du matin, dresser des barricades, brûler des pneus. Avant Kouadio Konabertin, la mission d'observation s'est rendue au siège du Parti Front Populaire Ivoirien de Pascal à Finguessan, l'un des 4 candidats retenus par le Conseil constitutionnel sur les 44, mais qui, comme Henri Konabedié, a suspendu sa participation à cette présidentielle pour exiger une élection transparente et inclusive. La mission de la CEDEAO, elle, a joué sa partition et espère que la Côte d'Ivoire réussira à tenir ce pari dans la paix. Retour au Bénin, actualité nationale marquée par l'audience solennelle de prestation de serment ce vendredi matin des magistrats nouvellement intégrés et nommés. Sur les 76 magistrats concernés au plan national, 23 relèvent des tribunaux de première instance, de première et de deuxième classe des juridictions du ressort de la Cour d'appel de Cotonou. L'audience présidée par le premier président de la Cour d'appel de Cotonou, Arsène Hubert Dadjo, a connu la présence du procureur général et du greffier en chef près la dite cour. Également présents les chefs des différents ordres d'auxiliaires de justice et surtout des parents à trier sur le volet pour cause de Covid-19. Il faut signaler que
Des audiences sont tenues à la même heure dans les cours d'appel d'Abomey de Parakou pour les 53 autres magistrats répartis dans la juridiction du ressort des dites cours. L'entrée dans ce prestigieux corps est bien souvent l'occasion pour les devanciers de prodiguer des conseils aux nouveaux venus. En témoignent ces mots d'exhortation du premier président de la cour d'appel de Cotonou, Arsène Hubert Dadjo, avant la réception solennelle du serment. On l'écoute. Pour être devant la cour, vous avez tout un chacun satisfait, outre les exigences académiques et professionnelles, à une enquête de moralité et à un examen médico-psychologique. Vous voici donc à la porte du corps auquel vous appartiendrez désormais. Acteurs principaux du monde judiciaire, les magistrats sont chargés d'instruire des dossiers, de rendre des décisions de justice conformément aux prescriptions légales en vigueur dans notre pays. Ainsi, pour ce faire, je vous recommande vivement de lire et de relire la loi numéro 2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature, modifiée et complétée par la loi numéro 2019-12 du 21 février 2019 et la loi numéro 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin, modifiée et complétée respectivement par la loi numéro 2018-13 du 2 juillet 2018 portant organisation judiciaire et création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. La loi numéro 2020-07 du 17 février 2020 portant organisation judiciaire en République du Bénin, telle que modifiée par la loi numéro 2018-13 du 2 juillet 2018 relative à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Ce faisant, vous prendrez pleinement la mesure des contraintes qui sont désormais les vôtres. J'ai la conviction que vous êtes conscient de l'engagement que vous vous apprêtez à prendre à travers un serment qui vous liera tout au long de votre carrière. Les travaux du colloque international sur la population et le développement ont pris fin dans l'après-midi de ce jeudi à Cotonou. Au bout de 3 jours de réflexion, de nombreuses recommandations ont été faites aux gouvernants pour leur permettre de mieux analyser l'impact sanitaire, économique, social et politique de la Covid-19 dans les pays à faible revenu. Voici le compte-rendu de la cérémonie de clôture avec Narcisse Alossé, Henri Ganti. Mécanisme de résilience au choc sanitaire dans les pays en développement cas de la Covid-19. C'est le thème qui a mobilisé ici universitaires, chercheurs, décideurs et partenaires techniques et financiers. Après 3 jours de réflexion, ils ont fait des recommandations qui vont de la finalisation du registre unique des programmes de protection sociale à la densification des efforts nationaux pour accroître l'offre et l'accessibilité de l'enseignement à distance. Ces recommandations sont issues de 3 jours de travaux avec des communications provenant de divers pays. Nous avons eu des communications provenant du Ghana, de l'Italie et même des États-Unis qui montrent l'intérêt du colloque sur le monde académique mondial. Des communications entrecoupées de débats autour de cette problématique sanitaire qui secoue actuellement le monde entier. Nous avons fait montre d'une assiduité exemplaire, d'une endurance remarquable et enfin d'une contribution exceptionnelle. Toutes choses qui ont rehaussé la qualité des échanges que nous avons eus. Je voudrais terminer en prenant l'engagement de faire nôtre les recommandations qui ont été tout à l'heure présentées par le directeur général et de veiller à leur application. En l'absence du ministre d'État chargé du plan du développement, Blaise Biotchani empêché, c'est son directeur de cabinet qui a présidé la cérémonie de clôture de ces assises. Je me réjouis de ce pont-là établi entre les universitaires et le monde de la prise de décision publique. Et j'espère que ce pont-là ne s'arrêtera pas à la clôture ou après le mot de clôture. Le défi en initiant ce e-colloque international,
c'est de faire de la recherche scientifique un pilier de développement, surtout dans un contexte de pandémie où il devient urgent de trouver des mécanismes de résilience aux chocs sanitaires dans les pays en développement. Le chantier attendu aujourd'hui, c'est l'application des recommandations qui y sont issues. Fin de mission pour les élus français d'origine béninoise. La deuxième mission s'achève après un séjour dans 3 communes du Bénin que sont Djougou, Cotonou et Kovet, des étapes qui ont permis aux élus français de toucher du doigt le fonctionnement des différentes communes parcourues. La mission s'est achevée par un point de presse des membres de la délégation. C'était dans les locaux de l'Association nationale des communes du Bénin. Voici la substance des observations faites sur le terrain. Nous avons rencontré des agents dévoués, très dévoués dans leur mission, et qui ne demandent qu'une chose, pouvoir mieux faire encore. Les agents étaient dévoués à leur service. Mais en ont-ils les ressources techniques? Une commune ne peut pas se satisfaire que les agents viennent au travail avec leur propre ordinateur, leur propre connexion Internet, et transportent sur leurs outils personnels privés des éléments sensibles, parce qu'il y en a, qui sortent de la mairie. C'est quelque chose, c'est une responsabilité politique dont les communes doivent trouver les moyens d'arrêter le processus aujourd'hui. La reddition des comptes et les calendriers donc, du processus budgétaire sont tout à fait respectés. Donc ça, c'est quand même un point extrêmement positif qui est commun à toutes les communes que nous avons visitées. Nous avons aussi constaté qu'il n'y avait pas d'acte juridique de nomination de certains agents. C'est quand même préoccupant. Lorsqu'on prend un dossier, par exemple, on regarde et qu'on ne trouve même pas d'acte de nomination ou de détachement ailleurs, on peut se poser des questions. Un autre domaine, c'est un ensemble de procédures, en tout cas c'est comme ça qu'on nous les a présentées, qui empêcheraient les services techniques de pouvoir faire des réparations d'usage. Dans la rue, quand 2 dalles se soulèvent de cette manière, les services communaux ne peuvent pas les remettre d'aplomb. Il faut une procédure qui dure longtemps. Et le temps que la procédure soit faite, eh bien, on n'est plus à 2 dalles, mais on est à 10, ou on est à la moitié de la chaussée. On a déjà multiplié le coût par un certain nombre de choses. Là, c'est acheter un stylo, une ampoule grillée. Aujourd'hui, c'est tout un parcours du combattant pour pouvoir disposer des ampoules. Et il arrive très souvent que les escaliers des collectivités soient dans le noir. C'est un point qui nous paraît un point de préoccupation en ce qui concerne le fonctionnement optimal des collectivités. Jean-Claude Kodia, en tournée statutaire dans le département du littoral, l'autorité préfectorale s'est rendue hier vendredi à la municipalité de Cotonou en présence d'une frange des forces vives de la ville. Des questions ayant trait au développement de la commune ont été abordées. Également présenté le point des travaux abattus depuis la prise de fonction de la nouvelle équipe dirigeante conduite par Luc Setonji à Tropo. Le point de la rencontre dans ce reportage de Digoudalo présenté par Wahab Alikbara. L'hôtel de ville de Cotonou reçoit ce 30 octobre le préfet Jean-Claude Kodia dans le cadre de sa tournée statutaire pour le compte de l'année 2020. La visite va permettre de faire le point et de mieux échanger sur plusieurs sujets liés au développement de la commune. Élus locaux, têtes couronnées, les femmes des marchés et bien d'autres personnalités de la société civile ont pris part aux assises. Le conseil municipal, pour le compte de cette année 2020, a régulièrement tenu ses assises statutaires conformément aux prescriptions légales. À ce jour, nos 3 sessions ordinaires se sont déroulées à bonne date et nous avons organisé en plus de cela 4 sessions extraordinaires au cours desquelles
des délibérations importantes ont été prises dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Par ailleurs, les réunions mensuelles de la municipalité qui réunissent le maire et ses adjoints se tiennent régulièrement. Nous voudrons savoir compter sur l'apport de toutes les filles et fils de la commune. En dépit de tout ceci, parmi les dossiers que nous avons hérités de l'équipe précédente, ceux qui apparaissent à nos yeux comme urgents sont traités à notre niveau avec beaucoup de célérité. En présence de toutes les forces vives de la ville de Cotonou, plusieurs questions ont été abordées. Il s'agit entre autres des problématiques liées au phénomène d'inondation, d'insécurité, d'assainissement et de salubrité. Sur ces différents points, l'autorité préfectorale est restée admirative du travail abattu par toute l'équipe municipale. Alors trouverait progressivement solution les questions d'assainissement de notre cadre de vie. Ce dernier se révélant en définitive et sans nul doute comme étant à la fois le point de départ et de convergence d'action sine qua non. C'est du reste le lieu de me féliciter encore des résultats fort encourageants enregistrés grâce notamment aux réformes judicieuses, aux équipements de qualité et aux diverses stratégies pertinentes mises en œuvre en matière de salubrité pour d'heureux aboutissements tels que notamment le traitement souhait des berges lagunaires et marines où l'insalubrité et la promiscuité régnaient en maître sur fond d'incivisme invétéré de bon nombre d'individus mal avisés. Le reste nous revient maintenant, chers amis, en continuité, en vigilance constante et en sanctions appropriées le cas échéant. Malgré ces mots d'encouragement, le préfet Jean-Claude Kodia exhorte chefs de quartier, chefs d'arrondissement et l'équipe dirigeante de la commune à plus d'ardeur au travail. Ceci pour faire de Cotonou une ville exemplaire en matière de bonne gouvernance locale. D'un département à un autre, celui du Zou, pour suivre la descente du préfet au centre hospitalier départemental Goro d'Abomey, Firmé Hermé Couton, est allé échanger avec le personnel de l'hôpital au sujet des difficultés des conditions de travail. Sa visite fait suite aux plaintes récemment enregistrées de la part de certains usagers du CHD Goro. L'autorité a profité de la rencontre pour donner des instructions afin que les prestations soient davantage améliorées. Voici le reportage signé Imet Hélène Amoussou. L'hôpital est une référence en matière de soins d'urgence et d'autres cas de maladies. Le centre hospitalier départemental du Zou, CHD Zou, a reçu ce mercredi la visite de Firmé Hermé Couton. Le préfet est allé échanger avec les agents qui s'emploient au quotidien à soigner les populations, celles malades qui présentent souvent des préoccupations ainsi que des pathologies aussi variées que complexes. L'hôpital dispose de 450 agents, dont 33 médecins. Et sur les 33 médecins, nous n'avons que 9 qui sont payés par l'État. Les 24 autres sont pris en charge sur fonds propres. À côté de ceux-là, nous avons 18 sages-femmes, 13 payées par l'État et 5 sur fonds propres pour animer la consultation prénatale, postnatale, la salle d'accouchement, la salle de dilatation et les hospitalisations. À la date d'aujourd'hui, la maternité dispose d'un seul gynécologue. La deuxième a bénéficié de quelques mois de congé de maternité. Au 31 septembre, la maternité a pu réaliser 5109 accouchements, soit 568 par mois. 1786 césariennes, soit une moyenne de 198 césariennes par mois. Longue d'environ 2 heures, cette présence du préfet fait suite à de récentes difficultés et multiples plaintes des usagers. Tout en félicitant le personnel pour le travail abattu, l'hôte a rappelé aux travailleurs leur devoir d'effort et de sacrifice. La notion du don de soi dans le service public a aussi été soulignée. Tout en reconnaissant vos mérites, je vous demande de vous donner davantage. Et la raison pour laquelle vous devez le faire, je l'ai avancé un peu tout à l'heure, que le service public doit pouvoir fonctionner, doit pouvoir continuer, ne doit pas s'arrêter. Je voudrais m'intéresser particulièrement au personnel qui accueille, notamment les femmes, parce que ici, c'est ça la sensibilité. J'ai été informé récemment d'un événement qui s'est produit ici. Si mon choix est porté sur vos services dans l'hôpital, c'est d'ailleurs pour cette raison. Pour vous encourager. Et pourquoi pas qu'ensemble, nous puissions conclure ce contrat d'objectifs qui visera
prendre des engagements déterminants pour dire plus jamais ça ici. Entre compréhension, exigence, exhortation et remontrance, le préfet a tenu à mettre chaque agent face à ses responsabilités. Quant au personnel du service de la maternité, du bloc opératoire et de la pédiatrie, l'autorité a donné des directives, conseils et instructions fermes afin de réduire au maximum les plaintes, mais surtout prévenir de probables incidents malheureux. La direction départementale des affaires sociales et de la microfinance du ZOU célèbre autrement l'édition 2020 de la Journée internationale de la fille. Elle a eu à cet effet des échanges instructifs avec les élèves du collège d'enseignement général de l'Issazoumen dans la commune d'Agbanizou. Le thème « Éducation en santé sexuelle et reproductive des jeunes comme moyen de lutte contre les grossesses précoces en milieu scolaire » vise à conscientiser les filles afin de réduire le phénomène des grossesses en milieu scolaire. Plus de détails avec Ibet Hélène Amoussou. Communication et échange pour célébrer la Journée internationale de la jeune fille, JIFI édition 2020. Différée et débarrassée de son caractère festif, la commémoration ici est plutôt axée sur une sensibilisation. Pour faire passer son message relatif à la santé sexuelle et reproductive, la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance du ZOU a préféré s'entretenir avec les élèves du collège d'enseignement général de l'Issazoumen dans la commune d'Agbanizou. Ce choix, selon les organisateurs, est justifié par les réalités sociologiques du milieu. Il y a un phénomène qui s'observe dans l'arrondissement où on appelle ça les Awino, qui voyagent beaucoup. Et quand ils reviennent de ces voyages-là, ils viennent avec de l'argent. Et c'est ça qu'ils miroitent aux filles. Et ces filles-là deviennent une proie facile pour eux. À cause de ça, il y en a qui tombent enceintes. Il y a d'autres qui abandonnent, qui les suivent. Après 1 ou 2 enfants, elles sont abandonnées à leur triste sort. Avec pour thème l'éducation en santé sexuelle et reproductive des jeunes comme moyen de lutte contre les grossesses en milieu scolaire, les échanges ont permis de faire prendre connaissance à ces adolescentes et adolescents. Les discussions ont également permis d'informer ces jeunes sur leurs droits, devoirs, attitudes à tenir et aptitudes à développer pour éviter les grossesses. Comme les autres actions déjà entreprises dans le collège, cette séance, d'après les organisateurs, va contribuer à réduire le nombre de cas de filles enceintes enregistrés par dizaines les années précédentes. L'objectif qu'elles ont à viser pour demain, c'est le travail. Et pour connaître ce qu'il faut pour éviter les grossesses, c'est de maîtriser son corps et son appareil génital. C'est pour ça que nous avons d'abord développé ce que c'est que la minorité par rapport aux mineurs et ce que c'est que la majorité par rapport aux majeurs. Une majorité ne veut pas dire qu'on est déjà adulte. Elle doit attendre. Finir que ces organes génitaux mûrissent bien, s'insèrent bien dans son bassin, qu'elle finisse complètement le développement physique de son corps avant d'aller au sexe. J'ai mis l'accent sur le fait qu'un enfant ne peut pas faire enfant. On veut vraiment que le maintien à l'école nous aide aussi à amener nos filles à devenir des personnes beaucoup plus responsables. Et que les filles puissent travailler de façon à devenir autonomes à l'âge adulte. Et que ça arrête les violences faites aux filles et aux femmes. Voilà pourquoi cette activité a été initiée, pour entendre également d'elles ce qu'elles pourront faire ou ce qu'elles désirent faire pour qu'on n'entende plus que les filles qui sont à l'école sont enceintes. Les grossesses en milieu scolaire sont préjudiciables au développement psychologique, physiologique et social de la jeune fille. Elle entrave son cursus scolaire et provoque l'abandon des classes, le mariage précoce ainsi que les violences diverses. Cette rencontre est un autre pas de la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance en guerre contre le fléau. Elle sera suivie de plusieurs autres initiatives pour édifier et éduquer les jeunes filles. 2 années de formation assidue et voilà qui vient couronner les efforts des pensionnaires du centre de formation professionnelle des personnes handicapées de Peporiakou. 38 au total, ils ont reçu des attestations de fin de formation, constituant ainsi la 13e promotion des apprenants formés à plusieurs métiers de l'artisanat et mis sur le marché de l'emploi. Et pour faciliter leur insertion socio-professionnelle, ils ont bénéficié de l'appui du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Abdou Sabi Idrissou et Alassane Harouna. L'acte final de 2 ans de formation est ici matérialisé par cette cérémonie de remise d'attestation de fin de formation de la 13e promotion des handicapés moteurs, visuels et auditifs du centre de formation professionnelle des personnes handicapées de Peporiakou.
formés en haute couture, le tissage de pagnes à pied et à main, le levage, le jardinage et la fabrication de savons liquides et provendent, les récipiendaires, au nombre de 38, entament dès ce jeudi 29 octobre 2020 une nouvelle vie, leur insertion socio-professionnelle. Nos apprenants vont entamer le processus d'insertion à la vie socio-professionnelle. Nous prions Dieu, les membres de nos ancêtres, de les soutenir afin qu'une fois retournés dans leur communauté, on puisse répéter tous ensemble, ils ont réussi à vaincre la fatalité. Vaincre donc la fatalité, telle est l'ambition des autorités à divers niveaux, plus que jamais engagées à promouvoir les droits des personnes porteuses d'un handicap. Vous voilà capable aujourd'hui de vous prendre en charge par le travail et non par la mendicité. Dans vos communautés, vous êtes devenus des personnes respectables, à même de contribuer à la production de la richesse. C'est pour atteindre donc cet objectif qu'ils ont reçu, en plus des attestations, du matériel de travail, composé entre autres de machines à coudre avec accessoires, de machines de tissage, de navettes, de canettes, de cônes de tissage. Ce matériel évalué à 6 millions de francs CFA, entièrement financé par le budget du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, va permettre aux bénéficiaires, tous issus des familles défavorisées, de s'auto-employer. Comme vous le constatez, mesdames et messieurs, ceci marque déjà le début d'un processus d'autonomisation progressive de nos apprenants. À travers cette action du gouvernement Patrice Talon, qui à travers les moyens financiers qui sont mis à la disposition du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, permet d'accompagner les apprenants à la vie socio-professionnelle, en particulier les personnes handicapées et les autres couches vulnérables. Les récipiendaires, par la voix de leur porte-parole, tout en témoignant leur gratitude à tous ceux qui œuvrent inlassablement pour leur épanouissement, prennent l'engagement de faire un bon usage du matériel mis à leur disposition. Nous vous promettons que les outils, les matériels que nous avons eus aujourd'hui, ici présents, nous allons les utiliser à long terme et même les multiplier. Pour permettre à l'assistance de toucher du doigt le génie créateur de la 13e promotion des apprenants du dit centre créé en 1982, un échantillon de pagnes tissées a été exposé. Promotion de l'excellence en milieu scolaire dans le département du Mono. Les 3 premiers aux examens du CEP et du BPC baccalauréat de ces 2 dernières années scolaires ont été récompensés. Initiative de la préfecture du Mono. D'autres acteurs du système éducatif ont aussi été primés pour leur mérite. C'était jeudi sur l'esplanade de la Maison du Peuple de Lokossa. Reportage signé Geoffroy Médecin et Florent Dou. Sur cette estrade sont installés les meilleurs élèves du département du Mono aux examens des 2 dernières années scolaires. Au nombre de 18, ils ont été sélectionnés à raison des 3 premiers par examen, CEP, BEPC et BAC. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tout un chacun et dire félicitations à ces lauréats et qu'ils continuent de faire la fierté de notre département. Grâce à la préfecture du Mono, ces élèves méritants sont ici, sur l'esplanade de la Maison du Peuple de Lokossa, sous les feux de la rampe. Ils sont en effet célébrés par ce parterre de personnalités politico-administratives, religieuses, de la société civile et de simples habitants de la cité pour avoir porté haut les couleurs du département lors de ces examens. Sur le plan scolaire, le département du Mono s'est illustré depuis plusieurs années par ses résultats élogieux aux examens du CEP, BPC et baccalauréat. À titre illustratif, notre département a eu le privilège d'enregistrer 2 fois successivement au titre des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 le premier au baccalauréat. Cette performance ne pouvant être passée sous silence, l'autorité préfectorale a jugé convenable d'initier pour la première fois dans le département du Mono un prix d'excellence afin de récompenser
les écoliers et élèves méritants et au-delà de cela, construire un label d'excellence pour le département du Mono. L'ambition de cette cérémonie, initiée par la préfecture du Mono, est clairement affichée. Faire du département un vivier de l'excellence en milieu scolaire. Les prix offerts à chacun des lauréats sont composés de kits scolaires, d'attestations et d'enveloppes financières. Les premiers au bac au plan national ont reçu des ordinateurs portatifs en plus. Le premier du Bénin au CEP a lui reçu une autre enveloppe financière en plus. Je voudrais aussi remercier tous les cadres qui se sont mobilisés pour la réussite de l'événement. Et surtout, féliciter les différents lauréats ici présents, les encourager et leur dire aussi que c'est maintenant que le plus difficile commence. Les établissements de provenance de ces meilleurs élèves ont été récompensés. Des établissements ayant obtenu les meilleurs taux de succès, soit 100%, ont été aussi primés. En unissant dans un seul et même creuset nos efforts en faveur du système éducatif de notre département, nous aurons fait une option majeure dans la perspective de relever avec brio chacun des nombreux défis auxquels l'éducation est confrontée dans notre département. Je saisis donc l'opportunité de la présente rencontre pour lancer un vibrant appel à tous les cadres, personnalités, associations et acteurs à un niveau ou à un autre, épris d'amitié ou d'amour pour le département du Mono, afin que ce creuset voie le jour. De cette fête de l'excellence en milieu scolaire, dans le département du Mono, première édition, le Collège catholique Saint-Pierre-Claver de Lokossa, pour ses performances scolaires, a raflé une bonne partie des prix mis en jeu. Number 3. Retour à Cotonou, au quartier Guadeloupe dans le 8e arrondissement, où écoliers et enseignants du complexe scolaire de Médédjiro disposent désormais d'un cadre de travail beaucoup plus adéquat. La mairie de Cotonou et le groupe Chagouri se sont donné la main pour réfectionner les modules de salle de classe et bien d'autres accessoires d'infrastructures mises en service dans la matinée de ce jeudi. Voici le point de la cérémonie avec Narcisse Alossé et Henri Ganti. Une coupure symbolique du ruban pour dévoiler le nouveau visage du complexe scolaire de Bédjo-Médé, situé ici dans le 8e arrondissement de Cotonou. Un lieu de savoir qui était dans un état de vétusté avancé il y a encore quelques semaines, mais qui a été entièrement rénové grâce à la mairie de Cotonou avec le concours du groupe Chagouri. Lors de notre première visite du 17 septembre 2020 sur ces lieux du complexe scolaire Bédjo-Médé, nous avons été les témoins oculaires de l'infiltration tous azimuts d'eau dans les salles de classe, qui mettait à mal l'assiduité des enfants au cours. Le devoir nous a donc appelés en ce jour. Un devoir accompli dans l'intervalle d'un mois. Au total, 12 millions de francs CFA ont été mobilisés pour embellir ce cadre. Les travaux ont consisté à changer les toitures, dont la dégradation exposait les usagers aux intempéries. Il a été aussi question de réparer les portes des salles de classe et de les badigeonner. Les toilettes ont aussi reçu des coups de pinceau. Et tout ceci pour permettre aux écoliers enseignants de travailler dans un cadre beaucoup plus attrayant. Ce défi a pu être relevé grâce à la compassion, au dynamisme et à la disponibilité permanente du chef du 8e arrondissement, M. Alain Kossi Baguidi. Tout ça, c'est pour accompagner le chef de l'État parce que je le vois peiner. Je le vois toujours peiner, tout seul devant, il faut l'aider, ce monsieur. Le chef de l'État, il peine, il a un souci pour le pays. On n'a pas besoin de lui pour agir valablement. Dans ce sens, moi, je suis allé voir les partenaires au développement pour m'aider à faire ces actions-là, juste pour rester dans sa logique. En faire bon usage, c'est le défi lancé aux bénéficiaires qui, jusque-là, se sont contentés des infrastructures bâties depuis le lendemain de l'indépendance du pays. Aujourd'hui, ce complexe scolaire côtoie un grand bas-fond qui loge des reptiles et donc reste une source d'insécurité. Notre souhait est que d'autres opérateurs économiques emboîtent votre pas
pour le bonheur de nos populations. En la matière, le soutien de la ville ne fera pas défaut, en espérant que les bénéficiaires sont satisfaits de l'aboutissement des travaux. Je voudrais les exhorter à faire un bon usage. Cette cérémonie de réception de ces modules de salle de classe a connu la présence du député élu de la 16e circonscription électorale qui renferme le 8e arrondissement de Cotonou. Je voudrais dire merci à notre frère, parce qu'on dit chez nous, nul ne saurait être heureux tout seul. Vous avez trouvé un peu et vous avez mis un tout petit peu à côté pour vos frères, pour vos enfants. Soyez-en bénis, M. Chagouri et tout le groupe Chagouri. Créé en 1967, le complexe scolaire de Bedjo-Médé regroupe aujourd'hui 3 groupes pédagogiques qui chaque année font parler d'eux en bien aux examens nationaux. À l'issue de la dernière année académique, il a encore réalisé une performance de 100% de réussite au certificat d'études primaires. Ainsi s'achève le 13h de ce samedi 31 octobre 2020, jour d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. 4 prétendants pour un fauteuil, quelques 7,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes malgré les menaces et appels à la désobéissance civile lancés par la coalition de l'opposition. La mission d'observation électorale de la CE2AO dépêchée pour suivre le déroulement du vote nous a proposé les premières images des bureaux de vote à Abidjan. Demain, 1er novembre, un nouveau mois donc commence. Bonne fête de Toussaint à chacun et à tous. Bonsoir chez vous.